Voilà, donc je crois que tout le monde est de retour. Donc, on accueille avec grand plaisir Vinciane Zaban, maître de conférence à l'université Paris 13, membre du laboratoire Experis, qui a soutenu une thèse en sociologie portant sur la conception et la pratique des jeux en ligne et qui s'intéresse aux médiations techniques et sociales des activités de loisirs et des formes de l'expression créative en général. Et sa communication va porter, vous le voyez à l'écran, sur la formalisation des savoirs, sur le game design et la diffusion et la démocratisation de l'accès à une série de technologies et d'outils de création. Merci beaucoup. Merci. Donc oui, donc ça effectivement c'est un peu la promesse de la communication. On va voir que c'est en fait l'objet de la question, c'est plutôt comment s'intéresser à ces objets-là. Je vais être encore une fois la énième personne à remercier les organisateurs pour le thème de ce colloque qui m'a tout de suite beaucoup intéressée, qui a été vraiment l'occasion pour moi de me dire chouette, je vais pouvoir rentrer avec une approche de socio des sciences et des techniques où la question du langage est importante et notamment, enfin, je pense notamment aux travaux de Steve Woolgar qui a travaillé avec Bruno Latour et qui dit qu'il faut regarder les machines comme des textes. Donc vraiment cette question sur les langages était quelque chose qui m'intéressait et qui a été l'occasion j'ai sauté sur l'occasion pour continuer à développer une réflexion à l'occasion d'une recherche qui n'est pas thématisée de cette manière-là, qui est une recherche qu'on a entamée en 2015 avec un groupe de chercheurs dont certaines personnes sont présentes aujourd'hui autour de l'industrie du jeu vidéo et plus précisément donc des territoires et trajectoires professionnelles dans cette industrie en France. Je vous invite éventuellement, si vous voulez en savoir plus, à consulter, je vais faire un peu de promotion, le carnet hypothèse de ce projet et autour duquel on a aussi en cours un appel à communication pour la revue réseau sur les mondes de production du jeu vidéo. Donc dans ce projet, l'idée, en fait, je vais partir de là, c'était qu'on a peu de connaissances finalement, donc on a tous travaillé sur des pratiques de jeu et on avait envie de s'intéresser aux producteurs, qu'on a peu de connaissances de l'industrie sortie des grands indicateurs économiques habituels et que par ailleurs c'est une industrie qu'il est difficile de circonscrire. Enfin c'est une industrie, un secteur de production d'ailleurs, on peut se demander si c'est vraiment une industrie. Comment aborder la multiplicité, la diversité de ce secteur, en particulier à un moment qui constitue peut-être un tournant, enfin qui constitue depuis quelques années un tournant dans les modes de production. Donc on s'est dit finalement peut-être qu'une bonne manière de procéder, c'est de partir sur l'idée de suivre les acteurs, plutôt que par exemple essayer de circonscrire l'industrie en prenant des entreprises et du coup en ayant à définir a priori ce qui était ou ce qui n'était pas du jeu vidéo, d'interroger des gens qui travaillaient dans le secteur et de regarder quelles étaient leurs trajectoires. Donc on a fait ça sur essayer de diversifier les territoires, puisque je travaille en particulier avec Ovig Termination, qui est géographe, et donc d'aller les voir dans différentes villes de France et aussi au Québec, puisque c'est une des trajectoires possibles pour les professionnels du jeu. Donc on a un échantillon, on a fait une quarantaine d'entretiens biographiques avec des professionnels au profil un peu varié. Bon, il y a des biais dans l'échantillon, je ne vais pas forcément m'étendre beaucoup dessus, mais donc on a un matériel assez conséquent qui consiste surtout à interroger les gens sur la manière dont ils sont arrivés dans l'industrie et puis par quel type d'entreprise ils sont passés. En fait, il s'est avéré pendant qu'on faisait cette enquête, donc on a commencé en 2015, on a fait les entretiens au fil du temps sur une durée un peu longue parce qu'on n'a pas eu les financements qu'on espérait, et qu'entre-temps, il y a eu un intérêt qui s'est développé pour des scènes dites indépendantes et tout un ensemble de questionnements autour de l'émergence, la multiplication des productions indépendantes. Donc en fait, on s'est retrouvés, effectivement, c'est quelque chose qu'on a constaté dans nos entretiens, avec une question qui se reprécisait autour de la question à la fois de comment on articule dans une ère qui est décrite comme celle du Global Games, donc
si je reprends le travail de Afraker, qui est particulièrement intéressant sur ce point, mais dans laquelle on a aussi, on peut observer des scènes extrêmement locales qui vont se développer, donc des logiques de production qui se positionnent de manière qui peut a priori paraître paradoxale, à la fois avec des envies de produire des choses très localement sur des territoires donnés et de défendre ces productions-là, et puis des diffusions sur plateformes qui sont particulièrement importantes. Donc on a un travail notamment de Parker et Jensen, donc on s'inscrit là dans une vague de travaux qui se développe beaucoup aussi en Finlande et puis à Concordia sur ce qui est appelé les Indie Studies ou Production Studies. Donc on arrive finalement à un moment où dans nos échantillons aussi, dans nos entretiens, on rencontre beaucoup de petites entreprises, voire de très petites entreprises, avec des gens qui développent des jeux dans des configurations qui sont assez particulières, qui ne sont pas les gros studios qui sont tout le temps mis en avant par les descriptions et les analyses de l'industrie, enfin qui l'étaient en tout cas, mais là des gens qui font vraiment des jeux dans des contextes particuliers. Donc c'est seulement une partie donc, de la présentation. On a pu développer ces idées-là dans un chapitre qui devrait sortir en 2020 et qui représentera plusieurs travaux sur les industries à dans différents espaces géographiques. Donc en fait, l'idée c'était de travailler à partir des oppositions qu'on fait souvent entre production indie, mainstream, locale, globale. Et en fait, ce qui est évident par notre entrée biographique, c'est que cette division, si on regarde les trajectoires, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'on a plutôt des individus qui vont aller d'un point à un autre et qui vont avoir des trajectoires mixtes. Donc il n'y a pas d'opposition, c'est un monde professionnel qui est relativement petit. Et dans des trajectoires individuelles, il va y avoir beaucoup de mobilité, y compris entre les espaces et les modes de production. Donc voilà, avec un extrait d'entretien qui le dit, c'est le truc d'indépendant, c'est le mec qui bosse dans son garage la nuit tout en ayant un boulot, sachant que ce boulot, ça peut être de travailler chez Ubisoft sur une grosse production et de faire des jeux indépendants à côté. Donc en fait, on s'est rendu compte de deux choses. Enfin, nos entretiens nous permettent de dire d'une part qu'il y a une forte mobilité entre ces sphères. Donc on a plusieurs exemples. Donc là, par exemple, des gens qui montent des studios dits indépendants, mais sont en fait des gens qui ont été formés dans des écoles spécialisées, qui ensuite ont travaillé sur des grosses productions, et puis qui à un moment donné décident de sortir parce que les modes de production ne leur conviennent plus. Ils ont envie d'essayer des choses différentes et d'avoir plus d'autonomie aussi sur le processus de création. Donc la mobilité, elle est très importante, je vais y revenir, et c'est aussi une manière de faire face à différents éléments, et notamment des conditions de travail qui sont réputées difficiles. Il y a eu quand même plusieurs mobilisations et scandales autour de la difficulté des conditions de travail dans le jeu vidéo, la difficulté à faire carrière, les salaires qui sont relativement bas et la pression éventuellement. Donc finalement, l'existence et la circulation entre différentes sphères sont des manières de gérer à la fois individuellement et collectivement ces éléments. C'est aussi une manière de compenser la faiblesse du marché de l'emploi, on estime, en tout cas, d'après les données qu'on a, même si on n'a pas de données très fiables, qu'il y aurait peut-être 5000 emplois directs dans l'industrie en France, sachant qu'il y a une quarantaine de formations qui va mettre sur le marché des promotions chaque année de personnes qui aspirent à rentrer dans ce métier-là. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que les personnes vont naviguer pour compenser et trouver finalement leur motivation va être aussi dépendante de cette capacité, cette possibilité de naviguer entre différentes sphères. Donc ça, en fait, c'est la base de l'enquête qu'on a fait sur les trajectoires. Mais ce qui est apparu aussi, et donc ce qui m'intéressait particulièrement,
c'était la façon dont dans ces entretiens ressortaient aussi des éléments qui envoient vers la question de mais comment ça se fait, comment c'est possible que cette mobilité existe, comment ça se fait qu'aujourd'hui en particulier, même si on pourrait discuter historiquement de l'existence de ces espaces de production amateurs, et en fait comment tout ça s'articule, qu'est-ce qui va permettre à ces individus de circuler de communautés indépendantes, d'associations artistiques à des espaces d'entreprises plus classiques. Et en fait, on se rend compte dans les entretiens et aussi au travers de travaux qui sont produits précisément par les Production Studies, qu'on a toujours les mêmes outils et toujours les mêmes plateformes qui vont ressortir, et que finalement, l'idée, c'est qu'il y a la constitution progressive. On le voit aussi dans les communications qu'on a entendues jusqu'ici. Il y a plusieurs communications qui ont montré des discours de designers qui disent qu'il faut développer des langages communs, de langages et de structures communes qui vont permettre en fait aux individus de circuler dans ces différentes sphères, puisqu'en fait, ce qui va les relier, c'est aussi le fait qu'ils utilisent tous ces mêmes langages, ces mêmes appuis. Donc ces appuis, c'est à la fois des appuis de production, donc des outils de production, des moteurs de jeu, des connaissances techniques sur la production. Ça va être aussi des outils de distribution, donc évidemment les plateformes de distribution comme Steam ou les différents stores ont un rôle très important dans la possibilité d'émergence et de circulation dans ces environnements-là. Et puis c'est aussi des savoirs et des formes de formalisation et de distribution du savoir. Par exemple, il semble assez évident que la diffusion des formations, enfin l'émergence des formations et la circulation des professionnels au sein de ces formations, puisqu'on a des gens qui travaillent dans des grosses compagnies, qui développent des méthodes et qui vont ensuite les faire circuler dans les formations, a un rôle important dans la structuration et dans le fait qu'on va créer finalement des langages qui vont nous permettre de communiquer. Alors j'aurais presque pu rajouter derrière les communautés scientifiques, puisque en fait finalement on participe aussi avec des événements comme aujourd'hui à la construction de ce savoir et de cette base commune, de cet effort de construction commune. Donc ça, c'est la promesse. Donc j'ai fait une petite citation d'Ahmed de Kourouma, à qui j'ai aussi emprunté l'expression pour mon titre. Maintenant, c'est quand même très difficile. Donc c'est quelque chose qui paraît extrêmement important. Mais aller observer précisément ces infrastructures, c'est une tâche qui paraît complètement impossible. Comment à la fois regarder les infrastructures de connaissances, les infrastructures d'outils et les infrastructures matérielles. Donc c'est la question que je me pose. Pour essayer d'avancer un petit peu là-dessus, en fait, on voit qu'il y a quand même un ensemble de travaux. Donc une manière de le faire, c'est évidemment de cumuler des connaissances sur la façon dont les objets vont permettre des formes de coordination entre individus, entre milieux professionnels. Et ça, c'est des choses que les travaux sur la production ont commencé quand même à faire, notamment en s'intéressant à la co-création, donc à l'implication des utilisateurs dans la création de contenu. Donc tous les travaux qui ont porté sur le modding, par exemple, ou des travaux qui sont assez peu connus, mais que, enfin, moi, je trouve que c'est parmi les meilleurs, le travail de John Banks, qui est un chercheur australien qui a travaillé, qui a fait une ethnographie de studio auprès d'une entreprise australienne qui fait des simulateurs de train. Intéresser des gens ici, et qui du coup est allé regarder dans cette société la construction dans les années 2000 d'un kit de développement, enfin, d'un moteur de jeu dont le but était justement de l'ouvrir à une communauté d'amateurs très passionnés et donc très impliqués sur la production, et la façon dont petit à petit on essaye de faire un outil qui va pouvoir
servir à tout. Donc la façon dont Banks travaille avec ces données-là, c'est d'essayer de montrer en quoi les moteurs de jeu sont dans l'entreprise et dans les relations avec les utilisateurs, des objets qui vont permettre de hiérarchiser, organiser, coordonner les actions des uns et des autres. Donc on voit qu'il y a déjà une réflexion à ce moment-là, et puis ça a aussi une dimension historique, c'est-à-dire que finalement, si on reprend ces travaux-là, on pourrait aussi essayer de comprendre comment des façons d'utiliser les outils se diffusent petit à petit. On va retrouver cette idée-là sur des travaux beaucoup plus récents, et notamment ceux de Jennifer Whitson, qui, elle, va remobiliser une notion, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec, qui est celle d'objet frontière, qui est développée par Starr et Griesemer. À la base, c'est pour travailler sur la façon dont des communautés amateurs et scientifiques vont pouvoir se coordonner et travaillent sur une base de données en fait, qui va permettre à ces mondes sociaux assez différents de travailler ensemble. Donc elle reprend cette notion-là pour montrer comment dans une production, Unity le moteur va permettre aux individus de coordonner des opérations de travail et finalement va agir comme interface de négociation entre des métiers qui sont différents. Mais elle dit aussi, et c'est ce qui est dit aussi plus généralement sur l'effet des moteurs de jeu aujourd'hui qui vont finalement simplifier que ce sont des outils qui vont reconfigurer les positions de pouvoir au sein de la production de jeux et notamment remettre en question l'autorité des programmeurs dans les entreprises, qui est quelque chose qui est discutable, mais c'est une des idées. Donc finalement, ce qu'elle observe, c'est la manière dont ces outils vont, dit-elle, créer des liens entre différentes communautés de pratique. Cette idée-là, on la retrouve aussi dans un ouvrage qui est très très récent, donc qui est paru en août dernier, qui a donc été écrit par Nicole, et alors je ne sais pas du tout comment on prononce, c'est toujours un problème qui du coup s'intéresse précisément à Unity. Donc ils ont fait un grand nombre d'entretiens avec des producteurs de jeux autour de l'usage de cet outil. Et donc, ils essayent de l'analyser à la suite des travaux de Manovich comme une culture logicielle, en fait, et donc à essayer de s'intéresser à ce que la diffusion de Unity, qui est aujourd'hui très grande, qui est l'outil de production d'une proportion énorme des jeux qui existent sur le marché, va configurer, façonner le travail et les jeux qui sont produits aussi. Donc ils vont travailler avec l'idée justement reprendre cette question de comment l'usage de cet outil va affecter les chaînes de coopération dans la production. Aussi comment cet outil-là va donner un grain particulier au jeu, donc va uniformiser d'une certaine manière les jeux. Et enfin, la question de ce qu'ils appellent la littératie, mais qui est en fait à comprendre comme quelle lecture politique on peut avoir quelle est la politique en fait d'outils comme Unity. Donc, je vais essayer de synthétiser parce qu'en fait je suis déjà un peu en retard. La manière dont donc le travail qu'ils ont fait est très intéressant. C'est surtout un travail qui a été fait très rapidement et donc il est très intense et il est vraiment intéressant, mais il est vraiment de mon point de vue, un peu rapide, notamment parce qu'il ne prend comme focale que Unity. Or, il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue de manière plus importante dans la conjonction de tout un ensemble d'outils, donc ce que je disais, les différents niveaux de ce que moi, du coup, j'aimerais appeler donc, une infrastructure frontière. Et cette notion d'infrastructure frontière, je l'emprunte à Jeffrey Bowker et à Lee Starr, qui ont travaillé sur la question des classifications et qui sont intéressés, donc qui ont repris à Live Avenger le concept de communauté de pratique, mais en insistant sur la dimension matérielle de l'existence de ces communautés. En fait, basiquement, ils nous disent notre monde social est fait de classifications. Classé est humain, on agit, on arrive à se coordonner parce qu'on utilise le même type de convention.
Et ces conventions-là, elles passent par la naturalisation d'un certain nombre d'objets et de catégories auxquelles on ne réfléchit même plus parce qu'en fait, elles nous semblent particulièrement naturelles. Donc, ce qui m'intéresse chez Bowker et Starr, c'est cette idée d'infrastructure frontière qui est un peu une redondance, mais c'est pour insister sur la notion de frontière. C'est-à-dire qu'en fait, l'infrastructure, c'est ce qui va permettre à des communautés différentes de se retrouver, d'avoir les mêmes conventions et de communiquer. Et c'est ce que je trouve dans les entretiens avec des discours. Donc j'ai des gros blocs d'extraits d'entretien, je suis désolée. Je vais essayer de synthétiser. Des discours de professionnels qui vont évoquer la manière dont certains outils dans leur trajectoire ont permis ou pas, de manière plus ou moins importante, de s'associer à des collectifs. Donc on peut revenir sur des outils. Donc ça fait écho à une discussion qu'on a eue hier autour de la communication du Liège Game Lab, de kits de développement logiciel qui bloquaient un peu les créations des gens qui travaillaient sur des FPS. Donc la manière dont ces professionnels racontent comment ils sont rentrés dans des communautés de développement. Donc on va avoir aussi un discours qui confirme finalement la théorie de Nicole et Keogh, qui dit oui, en fait, jusqu'à il y a 10 ans, finalement, avoir accès à la technologie qui te permettait de faire un jeu, c'était quand même compliqué, ça avait un coût très important. Et en fait, et sont arrivés ensuite Flash. Flash est aussi un des outils qui a constitué des communautés, qui est cité par certains chercheurs comme un élément important de la constitution des communautés aujourd'hui. Et c'est Flash et Unity qui ont apporté l'explosion du jeu indépendant et permis à des scènes alternatives d'exister. Peut-être pour modérer ça et aller vers la conclusion, je dirais que au fond, ce que font ressortir aussi les entretiens, c'est que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que finalement, la vision de c'est un langage partagé, etc. Au fond, oui, c'est une interface qui est partagée, mais ça ne veut pas dire pour autant que le langage est uniformisé et que les standards et les conventions sont exactement les mêmes. Et en fait, ce qui me paraît intéressant, c'est les moments de frottement, précisément, où là, donc, j'ai Stéphane qui est tech level designer, que j'ai interrogé à Montréal, qui dit, voilà, il y a des standards, mais sur le marketplace, Unity, c'est un peu la jungle. Et donc, en fait, si on essaye d'assembler des choses, finalement, ça ne marche pas. Donc, en fait, les langages sont, même si on pense qu'ils sont uniformisés, ne sont pas forcément dans ces structures-là. Donc là-dessus, je rebondis sur la question de l'approche par la biographie, dans l'idée que là où ça va être intéressant, donc probablement on ne peut pas saisir l'ensemble des infrastructures qui vont permettre l'émergence de scènes indépendantes et la façon dont l'espèce de tournant digital que connaît l'industrie du jeu depuis quelques années, mais que il souligne que le point important, c'est de s'intéresser précisément à ce qu'ils appellent des territoires frontaliers, borderlands, et aux objets frontières qui sont construits dans ces territoires. Puisqu'en fait, c'est l'endroit où on va avoir des négociations qui vont s'opérer et où l'invisibilité habituelle des infrastructures va être rompue, et donc on va pouvoir mettre au jour le travail d'articulation qui se fait. Donc c'est l'idée qu'on a avec cette idée d'approche biographique qu'il faudrait à mon sens systématiser, puisque pour l'instant on a ces éléments dans les biographies qu'on a fait, mais ce n'était pas forcément l'angle d'approche initial du projet. C'est de regarder comment il y a des points où les gens vont essayer d'articuler différents éléments, sachant que ça va permettre aussi d'expliquer, pour rebondir sur le début de la communication, la façon dont les gens arrivent à gérer leur carrière et leur situation. Typiquement, l'idée que s'investir dans différentes communautés de pratiques, ça va être un moment évoqué comme une manière de faire durer sa carrière en fait dans l'industrie, puisqu'on va pouvoir trouver des motivations à différents endroits. Voilà, donc je reviens sur ce slide et puis je finis là. Voilà.
Merci Il faut beaucoup, être un peu Vinciane, pour rapide. cette excellente présentation. On a 7 minutes pour des questions. Merci Vinciane, c'était vraiment très très intéressant, puis c'est intéressant. On va continuer la discussion, je pense, pendant longtemps. J'ai juste une petite question de clarification sur une des dernières slides où à un moment donné, une citation que j'ai pas bien compris parle du fait d'invisibiliser Ouais. ce point de vue d'une communauté de pratique. Je voulais savoir exactement ce que tu pouvais nous expliquer un peu ce... En fait, l'idée, c'est que chez Boker et Star, cette idée, c'est qu'on va, pour fonctionner en commun, établir des conventions et qu'on naturalise en fait des objets, des langages qui deviennent, dont le fonctionnement devient invisible au bout d'un moment. Et donc, en fait, si on se place du point de vue d'une seule communauté de pratique, on n'arrive pas à faire ressortir ce travail-là de convention, puisque précisément il est invisibilisé. C'est-à-dire qu'en fait, quand je voyage et que je dois m'adapter à un nouveau système électrique, par exemple, que je vais m'apercevoir à quel point en fait mon environnement et mon mode de fonctionnement va être conditionné par des conventions qui vont structurer mes actions et mon activité. Donc c'est au moment en fait où on se déplace, et c'est dans les cas frontières, ce qu'ils appellent les territoires frontières. Ils s'intéressent aussi à ce qu'ils appellent des monstres, donc des personnes qui ont des appartenances multiples, vont permettre de rendre visible ce travail-là, puisque l'idée c'est que c'est un travail qui est le travail de classification, c'est censé fonctionner, mais en fait ça ne fonctionne jamais. On a toujours des réajustements à faire, et mettre au jour ce travail-là peut se faire surtout dans le cas où on a des moments des doubles appartenances ou des moments de friction. Et du coup, je monopolise le micro pour une deuxième question. Mais du coup, est-ce que tu ambitionnes de cartographier toutes ces interfaces sous forme même graphique, quoi, d'avoir une espèce de plan pour voir à quel point Unity ou la communauté Unity renvoie vers telle autre infrastructure, etc. Et voir où est-ce qu'il y a des points de... Parce que c'était un fantasme personnel d'avoir ça dans mon travail par rapport aux communautés amateurs. Puis c'est tellement éclaté, il y a tellement de forums et d'outils, etc., que je ne vois pas bien comment le faire. Mais j'avais pensé à un moment donné à des logiciels qui prennent les métadonnées des sites internet, qui les renvoient les uns vers les autres, etc. Je me demandais si tu t'intéressais aussi à ça. C'est effectivement une question que je me pose, comment les appréhender. Donc pour l'instant la réponse, mais c'est aussi la plus économique, c'est de passer par les biographies, et donc de plutôt faire des portraits, et comme on a voulu le faire pour l'industrie, regarder ces articulations-là. Mais effectivement, on pourrait imaginer de la récupération de données sur de métadonnées de production de jeux, et voir s'il y a des moyens de regarder au niveau des outils en particulier ce que ça fait. Mais par contre, ce que ça ne nous donnerait pas, c'est précisément comment les individus, en fait, dans des logiques de circulation, vont s'adapter ou adapter ces outils-là à leurs besoins. Moi, je voudrais revenir sur... Je pense que c'est la slide qui est juste après celle-là. Peut-être que c'était pas celle-là. Il y en a une où il y a une personne... C'était sur l'idée de trajectoire. Ouais. Une personne qui revient sur ses manières de s'intégrer. Ah bah oui, en fait, c'était celle-là quand même. Donc, ses manières de s'intégrer via son comportement, aller à des meetings, etc., ouais. Pour s'intégrer dans le milieu. C'est intéressant parce que ça veut dire que c'est les gens qui considèrent eux-mêmes qu'ils ont un peu une prise sur leur trajectoire et la façon dont ils évoluent. Et est-ce qu'ils parlent aussi de l'autre côté, du fait d'être intégré, du fait de se rendre compte à un moment qu'on est un peu porté par quelque chose ou justement pas porté, où ils réfléchissent pas à cet aspect-là? Porté par quelque chose. Je dirais être pris dans un mouvement, mais pas de son propre chef, quoi. Est-ce que la question du rôle des communautés, des autres acteurs, oui, c'est ça. Si, c'est quand même. Enfin, il y a une forme de réflexivité, chez les gens qu'on interroge,
en plus dans nos entretiens, parce qu'on interroge quand même des gens, donc c'est une partie du biais de notre corpus, qui sont assez actifs. On les interroge parce qu'on les a repérés, et si on les a repérés, c'est parce qu'ils sont facilement repérables, et qui sont mobilisés dans ces espaces-là. Donc là, c'est peut-être une des limites. Donc eux ont particulièrement conscience, je pense, de ces effets-là, même s'ils ne vont pas forcément le traduire de la manière dont nous on analyse. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si des gens qui ont moins de capacité de prise de parole, comme le dirait Samuel, sont aussi, est-ce qu'on peut repérer dans leur biographie des choses similaires, notamment sur la navigation entre les sphères, ou est-ce qu'on a des trajectoires finalement moins mobiles, quoi. Il nous reste 1 minute 20. Merci pour cette présentation. Moi, je trouve absolument passionnante sur ces questions d'infrastructure. Et alors, je ne vais pas te faire chercher les slides, mais cette question de l'homogénéité, de l'hétérogénéité, avec ces développeurs qui racontent cette difficulté finalement à aller chercher des bouts de code sur Unity qu'on achète et finalement ça ne correspond pas. Donc ça, je trouve extrêmement intéressant par rapport aux discussions sur l'homogénéisation. Et on retrouve des choses évidemment qui relèvent plus généralement des infrastructures informatiques et des effets comme ça d'empilement de code hétérogène. Donc c'est aussi une des choses que l'informatique permet de faire. D'un côté, on croit qu'on est dans l'homogénéité du code, et puis de l'autre côté, on a des pratiques hétérogènes qui peuvent malgré tout s'assembler. Parfois de manière précaire. Mais ma question, ça porte sur la question des savoirs, enfin la question que j'aimerais te poser, puisque là tu as plutôt parlé des infrastructures techniques comme éléments de traduction et objets frontières. Qu'en est-il des cultures, cette fois-ci, ou des savoir-faire, des cultures professionnelles? Est-ce que vous voyez dans les entretiens des moments de frottement, justement, avec les monstres, ceux qui passent de communautés de pratique d'autres, ou est-ce que là aussi, comment est-ce que ça se distribue entre homogénéité et hétérogénéité? Est-ce qu'il y a des moments où des cultures du développement, du game design rentrent en friction? Et les choses, à ce moment-là, la parole se dit, quoi. Alors, j'ai pas tellement de trucs de friction. Ce qui est sûr, c'est qu'on a, on voit un peu l'infrastructure apparaître dans les entretiens. Donc, on voit les méthodes de rational game design, citées. Enfin, on voit toujours un peu les mêmes, mais ça reste du déclaratif, en fait. Finalement, peut-être paradoxalement, c'est plus facile de rentrer dans la technique. Avec la question des outils, sauf que il y a peut-être un endroit où on voit aussi de manière plus concrète les choses s'appliquer, c'est ce qui revient toujours sur la question du design, c'est l'usage d'outils, quels outils de design en fait on va utiliser, et là en fait c'est impressionnant à quel point les tableurs sont un outil particulièrement important et mobilisé, et notamment Google Sheets, qui est peut-être un des outils les plus utilisés une infrastructure qui là aussi permet des communications qui sont hyper importantes. Enfin, j'étais étonnée de voir. Mais du coup, c'est sur la question des frictions. Pour l'instant, c'est des questionnements que j'ai moins perçus dans ces espaces-là. Peut-être que parce qu'aussi j'avais pas mis l'angle là-dessus pour la communication, mais ça mériterait de replonger dans les entretiens pour voir s'il y a des choses plus spécifiques là-dessus. Ouais. Merci. Merci beaucoup.